nous recevons en exclusivité Madame Edith Pulchéry-Gbalé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne. Voilà, bienvenue donc à notre émission J'ai accroché chaud sur Afrique 2050 Radio. Nous recevons en exclusivité Madame Pulchéry-Gbalé. Madame Pulchéry-Gbalé est notre invitée. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, ça va très bien, merci. Toujours le sourire. Il y a une question que j'avais voulu vous poser. Quel est votre secret? Vous avez toujours ce sourire, madame? Ben, je suis toujours optimiste, donc je suis toujours en joie dans ma tête. Ça, c'est très bien. Alors, madame, on va aller très rapidement puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. Vous avez passé, donc, vous vous êtes opposé à un troisième mandat anticonstitutionnel selon vous. Vous avez été, disons, le fer de lance de la mobilisation et des manifestations. Vous avez passé 8 mois en prison avec vos collègues, M. Gédéon Junior Baou, M. Cyril Djeyi et de M. Kwaku Ngoran. M. Ouattara a été réélu. Vous êtes sorti donc de prison. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, madame? Bon, nous sommes un peu déçus que la mobilisation contre le troisième mandat n'ait pas empêché ce troisième mandat de se faire, mais la lutte continue, c'est la vie, c'est pas tout qu'on obtient, donc ça va. Est-ce que aujourd'hui il y a certaines choses que vous devez faire, que vous faites, ou bien que les Ivoiriens devaient faire, qu'ils n'ont pas fait? Bon, les Ivoiriens, je pense que les Ivoiriens ont fait ce qu'ils devaient faire, notamment soutenir le non au troisième mandat. Malheureusement, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de répression et ce n'était pas facile pour tous ceux qui voulaient vraiment dire non. Donc, je pense que les Ivoiriens ont fait ce qu'ils devaient faire, seulement on les a empêchés de s'exprimer, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout des actions qu'ils voulaient mener. Alors, il y a une question que je vais aussi évacuer très rapidement. Nous allons parler donc des circonstances de votre arrestation. On a beaucoup parlé dans l'enlèvement, madame. Qu'est-ce qui s'est réellement passé rapidement? C'était beaucoup. Oui, c'était effectivement un enlèvement dans un premier temps, puisque nous n'avons pas été arrêtés de façon régulière. On était en séance de travail et puis des militaires ont surgi avec plusieurs pick-up. Ils nous ont pris de force, ils nous ont masqué la tête, eux-mêmes ils étaient masqués. Ils nous ont pris de force, on nous a mis dans les véhicules brutalement, on nous a caché la tête et on nous a envoyés dans un lieu non conventionnel, l'ancien siège de l'ONUCI qu'on appelle Sebroko. Là-bas, il y a une unité spéciale. On nous a détenus là-bas pendant 24 heures avant de nous mettre dans le circuit normal à la préfecture de police. Donc, ça a été un enlèvement avant qu'on ne soit dans le circuit normal d'une arrestation. Et vous n'avez pas été maltraité comme vous l'avez dit, c'est bien ça? Non, on n'a pas été torturé, mais pendant l'enlèvement, on a été un peu maltraité puisqu'on a été brutalisé. Mais aujourd'hui, ça va, c'est ça? Oui, ça va. Alors, vous dites que le moral est haut, d'accord, mais vous avez passé quand même 8 mois en prison, c'est sa forme, mais ça use aussi, madame. Ça dépend de la façon dont on prend les choses. Un emprisonnement n'est jamais une bonne chose puisqu'on est privé de liberté, mais ça dépend de comment on le vit. Pour notre part, on a considéré que ça aurait pu être pire. C'était une période avec beaucoup de risques. Certains sont morts. Donc, si nous, on a été seulement emprisonnés, on estime qu'on a peut-être évité le pire. Par ailleurs, en prison, on apprend à se rapprocher davantage du Seigneur, on prie beaucoup, on fait le point, on réfléchit, on redéfinit les stratégies. Du coup, ça devient beaucoup plus une retraite spirituelle et intellectuelle qu'une pénitence. Vous dites que vous avez eu le temps de réfléchir un peu en prison. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été quand même commises selon vous? Parce que des personnes disent que vous êtes allé un peu trop vite. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Nous sommes allés trop vite par rapport à quoi? Il y a un combat qui s'est présenté à nous, on l'a assumé. Notre constitution prescrit pas plus de 2 mandats.
Et le président actuel a voulu briguer un troisième mandat alors que lui-même, le 5 mars 2020, a dit devant le Parlement, le Sénat et toute la communauté nationale et internationale qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat et qu'il allait passer la main à la jeune génération. Le chef de gouvernement, Amadou Bon Coulibaly, étant décédé, le chef de l'État a changé d'avis. Donc, autant il y a eu des Ivoiriens pour soutenir ce troisième mandat, autant nous aussi avions le droit de dire non à ce troisième mandat. Et je ne vois pas par rapport à quoi nous sommes allés vite en besogne. C'est avant le dépôt des candidatures qu'il fallait réagir. Et c'est ce que nous avons fait. Quand ils disent que vous êtes allé un peu rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une concertation, comme ils le disent, avec les autres associations. Qu'est-ce que vous en pensez? Concertation avec qui? Vous savez, dans le paysage sociopolitique ivoirien, beaucoup d'organisations de la société civile n'osent pas prendre certaines positions. Et donc, si vous voulez les attendre, vous n'allez jamais rien faire. Nous sommes une fêtière ACI, nous sommes une organisation qui regroupe 40 organisations de la société civile. Nous nous sommes réunis, nous avons décidé d'agir. Heureusement, beaucoup dans le peuple ont entendu notre appel, ils sont venus. L'opposition a entendu notre appel, elle est venue. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas de... Quand il y a urgence, on ne doit pas perdre le temps dans des concertations à n'en pas finir, où certains même essaient de décourager les autres ou de leur faire peur. Voilà, donc on a décidé, on a lancé le mot d'ordre, ceux qui étaient pour ont suivi, et puis voilà. Vous êtes une ONG, normalement un peu apolitique aujourd'hui. Est-ce que vous sentez beaucoup plus politique avec tout ce que vous avez vécu? Nous ne sommes pas un peu apolitiques, nous sommes apolitiques. Seulement, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. La société civile n'est pas vouée seulement à des projets de développement. La société civile fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Ça veut dire que tout ce que les gouvernements font, la société civile a le devoir de réagir sur la pertinence de ce qu'on fait. Nous, on doit contrôler si la gouvernance est bonne ou pas. Donc, nous sommes emmenés en principe à réagir sur les questions politiques. Sinon, a priori, on est apolitique, on défend les droits de l'homme, on cherche des financements pour des projets de développement, mais il ne faut pas oublier que toutes les décisions que les politiques prennent ont eu un impact sur le peuple que nous sommes. Donc, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de nous prononcer sur ce qui nous touche? Quand on fait les guerres qui meurent, vous avez vu en 2010, tous ceux qui ont été à la base de la crise, ils ne sont pas morts, c'est le peuple qui est mort. Donc, il faut que la société civile apprenne à prendre ses responsabilités. La Constitution, qui est notre loi fondamentale, doit être respectée. Elle est perpétuellement violée. Et donc, à l'occasion de ce troisième mandat, c'était tout à fait légitime que nous puissions réagir. Et sur toutes les autres questions politiques, comme la réconciliation, comme la CEI, nous sommes en droit de réagir parce qu'il s'agit de questions qui, après, ont un impact sur nous. Donc, nous nous faisons fort de réagir chaque fois que c'est nécessaire et de ne pas tomber dans des complexes inutiles qui font croire que la société civile ne devrait pas se prononcer sur les questions politiques, la société civile ne devrait pas collaborer avec l'opposition, c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le rôle de la société civile. Les politiques, nous travaillons sur la même matière, c'est-à-dire les intérêts du peuple. Mais une fois que les politiques sont enfermés dans leurs intérêts partisans et qu'ils oublient de tenir compte de ce qui est vraiment dans l'intérêt du peuple, c'est à la société civile de les rappeler à l'ordre. Je vous comprends et vous avez parfaitement raison. Alors, la justice vous interdit donc de sortir du pays, hein, c'est clair, mais elle ne vous interdit pas aujourd'hui donc de mener vos actions. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire? C'est une victoire, madame? Oui, pourquoi pas? Parce que franchement, moi, j'ai été très surprise de ne pas avoir été interdit de et parler. Pourquoi avez-vous été surprise? Pourquoi? Mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été emprisonnées dans le cadre politique qui, à leur sortie, ont été interdites de parler, de mener des activités publiques. Et donc, des personnes moins en vue que moi ont été sanctionnées de la sorte. Donc, j'ai pensé que comme nous, c'est la parole qui est notre seule arme, j'ai pensé qu'on allait m'empêcher de parler. Et donc, j'ai été très heureuse de constater que ça n'a pas été le cas. Je dis donc merci à tous ceux qui ont mis la pression sur le pouvoir pour notre libération.
Alors, à la sortie donc de prison, vous aviez dit que vous êtes très satisfait. L'engouement autour de vous, est-ce que le combat va changer? Est-ce que maintenant, Madame Balé sera beaucoup plus politique, hein, qu'une femme de la société civile? Je répète que je suis toujours une femme de la société Oui, mais les civile. Ivoiriens aimeraient vous voir soit la députée, Madame Puchéric Balé, hein, à l'Assemblée nationale. Elle fera même passer certainement ses idées, Madame. Les décisions se prennent en temps opportun. Pour Oui. l'instant, nous venons de sortir de prison. Ce qui est important, c'est comment redynamiser les activités de notre organisation, comment orienter le combat pour le rendre plus fort. Et donc, par rapport à cela, nous avons l'intention de continuer à réclamer les conditions de la réconciliation. Vous savez bien que depuis 2010, on parle de réconciliation, mais on ne fait pas ce qu'il faut réellement pour que la réconciliation soit effective, alors que la réconciliation est véritablement la condition pour qu'il y ait une paix durable. Donc, on va continuer à lutter pour que les conditions de la réconciliation soient réunies. On va continuer aussi de veiller les consciences parce qu'on a besoin d'Ivoiriens plus responsables qui sortent du fanatisme politique pour analyser objectivement tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et prendre des positions qui s'imposent. Quand vous parlez des conditions de la réconciliation, selon vous, qu'est-ce qu'il manque ou bien qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut pour la réconciliation, depuis que nous avons créé ACI, nous luttons pour cela, c'est l'organisation d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue national qui réunit tous les leaders politiques et tous les leaders de la société civile pour définir ensemble comment la réconciliation doit se faire, de sorte que chacun assume sa part de responsabilité. Et pour que ce dialogue inclusif soit possible, il faut évidemment que tous les prisonniers politiques soient libérés parce qu'il y a des personnes qui doivent participer à ce dialogue, qui sont encore en prison. Il faut que tous les exilés rentrent parce qu'il y a des personnes comme le président Laurent Gbagbo qui sont incontournables pour cette réconciliation, qui doivent être présents pour ce dialogue inclusif. Et donc, c'est ce dialogue-là qui va permettre de définir des conditions consensuelles pour que nous puissions aller à la réconciliation. Et comme nous avons coutume de le répéter, cette réconciliation va au-delà de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés. Il y a beaucoup de questions sensibles qui divisent les Ivoiriens qui sont aussi importantes pour que la réconciliation soit effective, comme les conflits fonciers, comme tous les problèmes sur la nationalité. Il y a beaucoup de problèmes comme ça qu'il faut régler pour que la réconciliation soit effective. Et ces problèmes-là, tant que nous n'en parlons pas franchement pour trouver des solutions consensuelles, la réconciliation va demeurer un slogan. Alors, j'aimerais avoir un peu vos sentiments sur un sujet. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, on a beaucoup plus besoin de réconcilier les leaders politiques ou bien la population ivoirienne? Parce qu'on peut le dire, il y a des populations actuellement en Côte d'Ivoire. Quel est réellement votre sentiment par rapport à ça? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que notre expérience nous a prouvé que les populations elles-mêmes n'ont pas de gros problèmes. C'est d'abord les politiques qu'il faut réconcilier parce que c'est eux qui manipulent les populations. Ils ont partagé les populations selon les zones géographiques. Le nord soutient un tel, le sud soutient un tel autre, l'ouest un tel autre. Et donc, c'est les politiques qui ont divisé les populations. Donc, à notre sens, si on réconcilie les politiques, justement à travers ce dialogue-là, vous imaginez que tout le peuple ivoirien voit autour d'une table tous les principaux leaders politiques et les leaders de la société civile pour dire que désormais, ils sont d'accord pour une certaine feuille de route pour la réconciliation. Ça va réconcilier les Ivoiriens à 50% parce que tous ceux qui s'identifient à ces leaders-là vont tout de suite adhérer au projet et le reste va venir tout seul. Donc, nous pensons que votre question est très pertinente. Ce n'est pas les populations qu'il faut réconcilier, c'est d'abord les politiques parce que c'est eux qui manipulent les populations. C'est par rapport à eux que les populations réagissent. Vous avez été reçu par M. Henri Konan Bédié, hein, et puis Mme Simone Gbagbo. Est-ce que vous en avez parlé un tout petit peu? On ne peut pas rencontrer des personnalités de ce rang-là sans parler de la Côte d'Ivoire.
Donc, quand j'ai rencontré le président Bédié, évidemment, je lui ai demandé ce qu'ils envisageaient pour la suite de la lutte, puisque nous ne sommes pas, à notre sens, encore dans un état de droit. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore réglées. Et donc, évidemment, on a parlé de toutes ces questions et on espère que par rapport au retour du président Gbagbo, le président de la République est vraiment de bonne foi et qui permettra aussi que tous les prisonniers politiques soient libérés parce que c'est une promesse qui a été faite avant les législatives et aujourd'hui on saucissonne les libérations, on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend pas aussi pourquoi on libère tous les leaders qui ont donné des mots d'ordre et pour le non au troisième mandat et pour la désobéissance civile. Et ceux qui les ont suivis sont encore en prison, ce qui n'est pas normal. Donc, évidemment, avec ces personnalités, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé de tout ce qui pourrait nous faire avancer. Alors, puisque on parle de réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire est ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec lui? Je sais que pendant que j'étais détenue, il y a un groupe qui s'était constitué qui s'appelle les Amis de Kilcheri Balé, qui sont allés rencontrer le ministre de la Réconciliation, qui les a bien reçus. Mais depuis ma sortie, je ne l'ai pas encore rencontré. Ça ne saurait tarder. On est en train de voir comment cela pourrait se faire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu de contact direct avec lui pour pouvoir répondre à votre question. Envisagez-vous une rencontre avec le président Alassane Dramane Ouattara et si vous étiez devant lui, hein, quelles seraient les questions que vous allez aborder avec lui, hein, madame? Mais nous, depuis le début, on a fait tellement de propositions. On a écrit plusieurs fois et au président et au premier ministre sans avoir de suite. Donc, s'il consentait enfin à me rencontrer, je parlerai de réconciliation avec lui, je parlerai de la gouvernance du pays. Il y a beaucoup trop de corruption, ça étouffe les Ivoiriens, ça étouffe tous ceux qui veulent entreprendre. Et c'est pour ça que nous voyons qu'il y a beaucoup de migration, les gens s'en vont mourir en mer parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Bon, j'allais lui parler de toutes ces questions, la réconciliation et la situation des jeunes en Côte d'Ivoire. Une chose est de sortir de prison, hein, de vivre sa liberté. Et une seule chose aussi est de garder, hein, si vous voulez, les acquis. Vous avez été licencié de votre fonction hein, à la Bénette, madame. Vous avez parlé de complot. De quoi s'agit-il? Bon, depuis que j'ai été libérée, d'abord même ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant mon arrestation, le Bénette m'avait donné une demande d'explication sur des prétendues absences. Demande d'explication à laquelle j'ai répondu en donnant des précisions sur les dates qui ont été citées dans le courrier. Et donc, après ça, je n'ai plus de suite. Et quand j'ai été arrêtée, j'ai appris que mes avocats, on avait voulu déposer à mes avocats une notification de mon licenciement. Bon, eux, ils ont refusé parce que ce n'était pas à eux de recevoir cela. Ce n'est pas eux qui ont un contrat avec le Bénette. Maintenant, moi, je suis syndicaliste. J'ai créé un syndicat au sein du Bénette et un syndicaliste se licencie seulement sur autorisation de l'inspection du travail. Dans mon cas, je n'ai pas été entendue par l'inspection du travail. Donc, je ne sais pas quels sont les griefs qui me sont reprochés pour mon licenciement. Deuxièmement, l'inspection du travail n'aurait pas dû autoriser ce licenciement sans m'avoir entendu. C'est pour ça que j'ai conclu directement qu'il s'agissait d'un complot. Et une fois sortis de prison, est-ce que vous les avez approchés? Hein? Qu'est-ce qu'elles disent? J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines du Bénette. J'attends qu'il me réponde. Et c'est comme ça que j'aurai maintenant tous les éléments concernant cette question. 8 mois sans travail, sans salaire, je suppose. Hein? De quoi vivez-vous aujourd'hui, madame? C'est l'occasion pour moi de remercier tous les Ivoiriens de tous les bords, je dis bien de tous les bords, parce que quand j'étais emprisonnée, j'ai reçu des soutiens, même des gens du RHDP qui ne voulaient pas que cela se sache. J'ai reçu des soutiens de tous les Ivoiriens, de toute l'opposition, de tous les Ivoiriens, de la communauté internationale, des ONG internationales, de la diaspora. Et donc, c'est tous ces soutiens-là qui m'ont permis de tenir. Il
Il y en a qui ont rendu des visites à ma famille, qui leur ont donné des livres, de l'argent. J'ai mes amis de l'université de Boaké. Je suis de la première promotion de l'université de Boaké. Mes amis de l'université de Boaké qui se sont cotisés pour payer la scolarité de mon fils. En tout cas, les Ivoiriens se sont occupés de ma famille et de moi. Et donc, pour vous répondre, ce sont les Ivoiriens qui m'ont aidé à tenir. Pour les Ivoiriens qui ne savent pas, Madame Bicheri Balé a un DEA. C'est bien ça, madame? Oui, en sociologie. Voilà, DEA en sociologie, voilà. Un vieux DEA, date de 99. Mais il y a des possibilités de faire des cours en ligne maintenant, madame. Est-ce que vous allez considérer cela approfondir? Pourquoi pas? Oh, je me suis inscrite en thèse, mais c'est pas facile. Quand on mène les activités que nous menons, on n'a pas beaucoup de temps. Mais une question, madame. Je ne sais pas si c'est un peu personnel, bien un peu impertinente, mais je vais vous la poser quand même. Allez-y. Vous êtes en prison pendant au moins 8 mois. M. Ouattara est réélu. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question? Vous avez 3 enfants. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question? Au fait, qu'est-ce que je fais ici? La question non, n'a pas roulé l'esprit un peu, madame? Non, non? Oh, non, jamais. Non, vous savez, les gens trouvaient que j'étais un peu dure quand je disais que nous étions dans une dictature. Moi, je menais la lutte en sachant dans quel contexte je suis et en sachant les risques auxquels je m'exposais. Donc, même l'arrestation ne m'a pas surprise. La preuve, dès qu'on a lancé l'appel du 10 août, on a déjà quitté la famille et avec mes amis, on allait de lieu en lieu, on changeait de lieu parce qu'on savait qu'on nous rechercherait, on savait qu'on nous arrêterait. Donc, je n'ai pas été surprise par cette situation. Ce qui m'a surpris, c'est la durée de la détention parce que pour moi, puisque c'était pour le non au 3e mandat, une fois qu'il serait réélu, il nous libérerait. Ça n'a pas été le cas. Après les législatives non plus. Bon, c'est là qu'on a commencé à se dire, mais ça devient autre chose. Sinon, on n'a jamais... Ouais, mais vous étiez 6 femmes en prison, 5 ont été libérées. Est-ce que vous n'êtes pas encore posé quelques questions aussi, madame? Non, ma situation n'était pas la même que celle des femmes qui ont été libérées. Moi, j'ai lancé un mot d'ordre. J'étais dans une position de leader. Elles ont exécuté un mot d'ordre. Donc, c'était tout à fait normal et c'est de cela que je me plaignais tout à l'heure. Pourquoi les jeunes qui ont répondu à notre mot d'ordre sont encore en prison alors que nous, on est libère? Ce n'est pas logique. On parle le plus souvent de Mme Balé, hein, mais il y avait 3 de vos associés qui ont été aussi incarcérés. C'est le moment de parler d'eux et puis d'expliquer un peu la situation aux Ivoiriens. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Les 3 qui ont été incarcérés avec moi, il y a un, M. Kwaku Ngoran Aimé César. Lui, il n'était même pas membre de ACI. C'était mon adjoint au syndicat que j'ai créé au Bénin. Un adjoint qui a finalement devenu un ami et donc qui me soutenait dans ce que je faisais. Lui, il a été arrêté, même pas sur les lieux de la marche. On l'a enlevé au Bénin. Vous pouvez imaginer que dans un service, des personnes masquées entrent dans un service pour prendre quelqu'un et l'emmener vers une destination inconnue. Il a été enlevé le 13 au Bénin. On ne savait pas où il était. C'est quand nous, on a été arrêtés le 15 qu'on l'a retrouvé à ce dépôt. Et pendant les 2 jours où il a été détenu sans nous, il a été torturé, il est resté menotté, on l'a frappé, on lui a demandé de dire où moi j'étais, ce qu'il ne savait pas. Et donc, il y avait lui, il y avait aussi Gédéon Baou, un des vice-présidents de ACI, et Cyril Djeibi, un autre vice-président de ACI, qui était avec moi pendant ces temps de cabale et avec qui j'étais en séance de travail quand on est venu nous. Merci beaucoup. Dites bien des choses à notre frère, M. Balé, M. Gédéon, voilà. Il est très dynamique. D'accord. Voilà. C'est le chargé de communication de ACI. Voilà, d'accord, voilà. Merci beaucoup, madame. Nous sommes à la fin de notre interview. Un message à lancer à la communauté ivoirienne qui vit aux États-Unis d'Amérique et puis aussi, j'allais dire, à la communauté ivoirienne un peu éparpillée dans le monde entier. Allez-y, madame. Ou bien même aux Ivoiriens de façon générale. Merci beaucoup. À la diaspora en général, je voudrais vraiment dire merci parce que nous avons reçu beaucoup de soutien, tant moral, financier que matériel.
On a reçu beaucoup de soutien de votre part. Vraiment, merci beaucoup. Vos messages nous ont aidés à supporter cette détention. Merci également à tous les Ivoiriens, j'insiste, tous les Ivoiriens de tous les bords qui nous ont soutenus. On a reçu vos messages, on a reçu des vies, on a reçu des soutiens. Vraiment, merci infiniment. J'aimerais dire à toute la communauté ivoirienne, qu'elle soit à l'étranger ou ici, que notre pays est vraiment dans une situation, je dirais, dramatique. On a traversé une grave crise. On devait aller à la réconciliation. Celle-ci tarde parce que les gens ne font pas ce qu'il faut pour qu'il y ait la réconciliation. Donc, il faut qu'entre nous-mêmes, Ivoiriens, on arrête d'être divisés. On pense Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons lancé le concept pour Côte d'Ivoire avec Cyril Djei, qui en est le concepteur. Il faut que les Ivoiriens apprennent à se réunir autour de la Côte d'Ivoire. Quels que soient les problèmes que nous avons, il ne faut pas voir les personnalités, mais il faut voir la Côte d'Ivoire et prendre les décisions, soutenir les positions qui vont dans l'intérêt du peuple. Parce que le peuple a besoin d'être épanoui. Nous avons beaucoup de ressources qui sont tellement mal gérées que les Ivoiriens souffrent. Nous avons beaucoup de ressources au niveau de la jeunesse qui se perdent parce qu'on n'a pas une politique qui puisse permettre aux jeunes de rester au pays pour travailler. Donc, vraiment, il faut qu'on soit unis. Il faut que les Ivoiriens soutiennent la société civile pour qu'ensemble, on puisse vraiment travailler à ce que notre pays soit un véritable pays de paix et un véritable pays de développement pour ses propres populations. Je vous remercie. Madame, je sais que vous êtes très modeste, mais la toute dernière question, quand vous vous maquillez, hein, est-ce que vous ne pensez pas un jour, pourquoi pas, diriger ce pays-là un jour, madame? Parce que nous avons organisé un sondage, je fais partie aujourd'hui des 5 femmes les plus admirées du Côte d'Ivoire, madame. Je dirais que le premier rôle de la société civile, ce n'est pas de briguer le pouvoir. Notre rôle, c'est de contrôler la gouvernance et de dire la vérité sur ce qui ne va pas, de dénoncer ce qui ne va pas à travers des plaidoiries. Quand les plaidoiries ne suffisent pas, on descend dans la rue. Mais quand la liberté d'expression n'est pas effective, c'est difficile. Et donc, a priori, ce n'est pas ça notre objectif. Mais si les Ivoiriens décidaient un jour de nous faire confiance, pourquoi pas, puisqu'on ne va pas toujours rester dans la contestation. On peut aussi être mis à l'épreuve de la gouvernance. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend des Ivoiriens. Donc, vous n'écartez pas complètement, madame, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi eux et pas nous? Vous avez raison. Merci beaucoup, madame, et surtout, portez-vous bien et bon courage, madame. Merci beaucoup à vous. Et gros coucou à tous les Ivoiriens des États-Unis. Merci beaucoup, madame. Au revoir, hein, madame. Okay.